Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la peine africaine. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. En 2021, la 10e session de la réunion mondiale biennale de la consultation collective des ONG sur l'éducation 2030 a été un moment clé pour l'UNESCO et les ONG pour réfléchir aux défis les plus pressants de l'éducation. Dans cette émission, nous verrons l'implication des ONG dans le développement de l'éducation en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau deux invités pour parler de la question, bien entendu. Franck Gauzet est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est toujours un plaisir d'être ici. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore à nouveau. Vous êtes le fondateur de Youth Education. Oui. Avant de présenter l'autre invité, il est toujours bon de revenir sur ce que c'est cette organisation. On sait qu'elle fait beaucoup de choses. Youth Education est une organisation qui est née en 2015. C'est une vision qui travaille à parfaire l'éducation des enfants et mieux à travailler sur le leadership des jeunes. Et aujourd'hui, on est passé du leadership des jeunes à l'emploi des jeunes. Et donc voilà, on est plus éducation, empowerment, leadership, voilà. Et au cours de l'émission, on verra ce que vous faites concrètement. Nous allons essayer de voir ce que vous faites sur le terrain. Ouais. Gérard Kwame est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Lui n'est pas encore habitué au plateau, mais ça va venir certainement. Vous êtes coordinateur projet. Vous êtes au sein de cette organisation également, Youth Education. Donc au cours de l'émission de 26 minutes ensemble, nous allons parler de projets d'éducation, nous allons parler des réalités du continent africain. Bien des fois, on montre du doigt les difficultés sans souvent présenter les solutions. Au cours de l'émission, avec ce que vous faites sur le terrain, nous allons en discuter. Entrons déjà dans le vif de notre sujet et parlons des besoins. Des besoins de l'école de façon générale en Afrique et pour le cas que vous maîtrisez le mieux, la Côte d'Ivoire, les besoins du point de vue infrastructurel. Déjà, il faut dire qu'on a besoin de recentrer l'éducation, vous savez, dans nos priorités. Donc c'est déjà ça un gros besoin. Et c'est le besoin primaire. Il faut que ça soit vraiment une volonté politique. Il faut qu'on fasse de cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre priorité. Au-delà de ça, vous savez, la première école, ou l'école qu'on a rénovée il y a une semaine a été construite en 1974, donc j'étais même pas né. Et vous imaginez qu'une école qui est construite en 1974, qui est rénovée en 2024, on a plus de 50 ans, si je ne me trompe pas en mathématiques. Ça prouve combien de fois il y a un problème, ça prouve combien de fois... je me rappelle, j'étais aux États-Unis et j'avais vu une université là-bas qui datait de 1960, mais qui était neuve, avec toute la technologie actuelle. Donc cela dit qu'il y a eu quand même un système de maintenance, d'actualisation. Mais dans notre école, c'est pas fait. Vous voyez que les écoles sont détruites, les tables bandes depuis 1974 à aujourd'hui n'existent presque plus, les cantines n'existent pas. Donc au-delà de ça, vous savez, un Ivoirien, c'est quelqu'un qui doit être bien éduqué. Et un Africain surtout, c'est quelqu'un qui doit être bien éduqué. Donc on a un gros problème d'éducation parce que c'est pas ça la priorité, malheureusement. Bien qu'il y ait un budget vraiment qui est alloué, mais qu'est-ce qu'on fait de ces budgets-là? Comment c'est reparti? Et voilà. D'accord, on va en discuter certainement au cours de l'émission. Alors Gérard Kwame, vous avez été au préscolaire, au primaire, vous avez été certainement sur les bancs à l'université, dans une grande école. Est-ce que vous avez le sentiment que plus les années passent, et les conditions dans lesquelles on étudie sur les bancs à l'école vont en s'améliorant ou en se détériorant? Quel est votre point de vue? Mon point de vue sur ce sujet, c'est que c'est dégradant. Dégradant parce que les conditions dans lesquelles nous avons travaillé dans les départs, il n'y a pas eu de suivi. Nous avons été au primaire, comme on l'avait dit, dans nos salles de classe, il n'y avait pas cet effectif pléthorique-là. Il n'y avait pas également certains aspects que nous constatons aujourd'hui. Il y a du laisser aller. Le matériel existant n'est pas entretenu. Et ça fait que quand un enfant rentre dans ces conditions-là, il ne se donne pratiquement pas. Parce qu'on regarde un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue, il y a beaucoup d'enfants qui ne s'intéressent même pas à l'école. Parce que quand ils y vont, ils ne se rendent pas compte de... Il n'y a pas d'intérêt au fait qu'ils puissent les maintenir dans ces classes-là. Donc il y a certains qui tiennent certains propos. C'est vrai qu'on est en train d'évoluer un peu plus loin, mais au primaire, l'enfant il est pratiquement inconscient, il ne sait pas dans quoi il est. Mais au fur et à mesure qu'il avance,
ça devient une autre chose. Souvent, on se pose la question, on voit les initiatives louables du gouvernement ou des gouvernements africains mises en place. Il y a des écoles qui sont créées, il y a des salles de classe qui sont créées, il y a même des ONG qui offrent des établissements, mais le nombre d'élèves par classe laisse à désirer. C'est ce qu'il était en train d'expliquer. Ce qui montre qu'il faut une étude approfondie. Faut qu'on aille sur un ratio, nombre d'enfants qui naissent, fait la probabilité d'un enfant qui naît, qui ira au CP1 dans tel nombre d'années, quelles sont les salles de classe qu'il faut, est-ce que cette étude l'est menée, c'est une question qu'on se pose. Aujourd'hui, oui, l'État fait ce qu'il peut en tant qu'État, mais derrière, comme je dis, il faut vraiment une vision. Quels sont les enfants qu'on veut voir ou quels sont les jeunes qu'on veut avoir en 2050, en 30. C'est une vision. Et ça se construit aujourd'hui. Vous savez, pourquoi Youth Éducation? Parce que moi, au départ, je me suis dit, c'est clair, les jeunes, il sera difficile pour un jeune qui a 15 ans, tu vois, de parler d'éducation, parce que c'est la base. Il est en train de s'éduquer. Voilà. Ou bien je peux revenir sur un exemple simple. Vous voyez, on jette les ordures dans les rues. Pensez qu'aujourd'hui, si vous me demandez de le faire, je peux appliquer automatiquement? Peut-être non, parce que j'ai gardé l'habitude. Mais quand on retourne chez un enfant qui commence le jardin ou le CP1, à qui on dit tout le temps, on ne jette pas, il grandit avec le fait que ça soit pas normal. Donc vous voyez qu'un État qui veut réellement transformer sa société commence par l'éducation, à l'école primaire. Il faut donner les bonnes pratiques, il faut donner faut les former sur des mœurs, il faut les former sur des valeurs, sur une vision, comment construire une vision. Et ça, il n'y a pas. On est encore dans Mariam qui joue à la balle, ouais. C'est la petite bicyclette de Mamadou. Donc, du coup, il n'y a pas une étude approfondie. Et vous savez, à chaque forum et dans tous les événements où on parle, et même quand on écoute les politiques, on dit toujours qu'il faut repenser l'éducation. Il faut repenser. Mais ça reste un slogan jusqu'à aujourd'hui parce que je ne vois pas vraiment l'éducation repensée. Ouais, c'est dommage, il faut le dire. Il y a eu quand même quelques études, les états généraux de l'éducation de la santé, quelques efforts du ministère actuel. Et ça, je souhaite vraiment applaudir. Je souhaite vraiment, parce qu'il ne faut pas juste voir la tache noire, il faut voir l'effort aussi qui est fait autour. Et ça doit être un travail de ça prend du temps. Et honnêtement, avec l'éducation nationale qu'on a aujourd'hui, le ministère de l'Éducation, je pense que voilà, qu'il y a des choses qui se font et ils prennent le temps de refaire les choses au fur et à mesure. Vous comprenez, ça va prendre du temps. Mais je pense qu'il faut vraiment s'y mettre à fond. D'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand les conditions d'études ne sont pas réunies, nombre pléthorique, il n'y a pas assez de salles de classe, peut-être même les conditions dans lesquelles les enfants étudient, vous avez dit le matériel n'est pas conservé. Ça a des conséquences négatives sur les apprenants. Quelles conséquences, par exemple, sur les enfants au primaire quand ils sont nombreux dans une salle de classe? Parfois on voit les enfants, mais les enseignants également. Un enseignant, un maître, une maîtresse dans une classe de 80 enfants, voire plus. Quelles peuvent être les conséquences sur le rendement scolaire? La première conséquence qui me vient à l'esprit, c'est déjà le manque d'intérêt au suivi du cours. Le manque d'intérêt pour les apprenants. Pour les apprenants. Du suivi du cours, voilà. Ils sont distraits. Il y a certains qui sont endormis. Ils dorment carrément, l'instituteur ou l'institutrice ne voit forcément pas cette personne-là qui est peut-être cachée derrière ses amis qui s'endort ou bien qui est en train de faire du bruit, la distraction, toutes ces choses-là. Ça, c'est la première conséquence. Et cette première conséquence-là, elle entraîne beaucoup de choses. Cet enfant-là, il est renvoyé demain. Or, je pense bien que la vision de l'éducation aujourd'hui, c'est que tous soient unis, tous soient une formation. On ne veut pas écarter quelqu'un. C'est ça. Donc, tout le monde avance. Voilà, tout le monde avance. Souvent avec des lacunes. Avec plein de lacunes. Et je veux qu'on repense un peu la rigueur qu'on avait quand nous avions été formés. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'éducation n'est pas forcément axée sur le taper dessus ou bien le conditionnement. Mais je pense que si on intègre un peu cette partie conditionnement dans notre évolution aujourd'hui, ça peut nous aider. Parce qu'avant, tu as jeté un papier, comme le fondateur l'a dit tout à l'heure, quand tu jettes un papier, ne plus jeter ce papier-là, c'est parce que tu as été conditionné. Tu as été conditionné. Mais quand il n'y a pas ce suivi, il n'y a pas ce conditionnement-là, il y a du laisser aller. Et ça se répercute même dans nos différentes familles. Souvent, l'enfant, quand tu lui intimes l'ordre de faire quelque chose, bon, il est là et puis il te dit, bon d'accord, je ne vais pas le faire. Et
Je pense qu'on doit revoir cet aspect-là et puis faire revenir certaines choses. Très bien. Et la question que nous vous posons, c'est comment est-ce que vous, votre organisation Youth Education, se sent touchée par de telles réalités de l'école? Oui, vous savez, la première, nous sommes à notre troisième ou quatrième réalisation. Donc troisième, le coordinateur l'a dit. Mais ce qui m'a interpellé la première fois, c'est quand nous avons reçu l'appel d'une dame qui était directrice d'école à Dzopé, au centre social d'Adzopé, qui nous appelait vraiment, qui nous alertait parce que son école s'est fermée. Imaginez un centre social qui est censé accueillir des enfants se ferme juste parce que les femmes du marché versent la poubelle au centre de l'école. Et les enfants qui commencent à tomber malades et finalement on décide de fermer l'école. Quand la dame nous a appelés, on est tout de suite allé à Zopé, on a fait une étude parce qu'il faut toujours faire des études, il faut comprendre. On a fait une étude auprès de cette dame, on a fait une étude auprès de la direction, on a fait une étude auprès des enfants et finalement on a fait sortir quand même un diagnostic qui disait qu'il fallait un engagement fort, soit monter une clôture autour de l'école pour ne pas qu'il y ait de l'accès ou faire en sorte que les personnes soient garantes de l'école là-bas. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est la sensibilisation. On a sensibilisé le marché et l'environnement, les personnes environnantes qui ont signé un protocole qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, ils feront en sorte que personne ne verse là déjà des saletés pour ne pas que les enfants soient malades. J'ai fait venir des bénévoles de toute la Côte d'Ivoire qui ont nettoyé l'école. Je me rappelle, on est allés tous à Azopé nettoyer toute l'école. Et après ça, on passait maintenant à la phase de calcul pour la réhabilitation quand la directrice nous a dit, on a reçu la visite de la direction régionale qui est venue, qui a vu que l'école avait un nouveau visage nettoyé, propre et ça créait un espoir. Donc ils ont entrepris de mettre la main aussi à la pâte pour pouvoir réouvrir l'école. Ça s'appelle un impact. Oui, parlons de l'éducation à la citoyenneté, à ce genre de valeurs. Comment peut-on comprendre qu'il y ait des bénévoles qui viennent de partout, de toute la Côte d'Ivoire, pour venir poser un geste dans une localité où les personnes même qui sont membres de cette localité sont censées comprendre les bienfaits d'un centre social, alors que ces personnes ont contribué à détruire ce centre social. Comment est-ce que vous comprenez cela? Bon, je pense que tout part de l'éducation. La base, c'est l'éducation. Et quand on reçoit cette éducation, qu'on a un changement de mentalité, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique doit y bénéficier. Donc, nous, en tant qu'ONG, on a compris. Et dans ce changement de mentalité-là, ce n'est pas tout le monde qui comprend. Donc nous, en posant cet acte-là, c'est un message également qu'on véhicule auprès d'eux pour qu'ils puissent adopter ce changement de mentalité-là. Donc, vu ce qu'ils ont signé, si je peux appeler ça une charte, cette charte qu'ils ont signée pour nous aider dans cet impact-là, ils ont signé, ils ont pris la décision, l'engagement, donc ça a mis vers le changement de mentalité. À partir d'aujourd'hui, comme on a vu que vous êtes venus nettoyer, vous avez mis les mains dans les déchets. Nous, aujourd'hui, quelqu'un qui quittera sa maison, venir verser les ordures dans cette école-là. C'est un ennemi. Voilà, il devient un ennemi. Donc, nous, on prend l'engagement. Donc, de par nous, il a commencé à avoir ce changement de mentalité-là. Par ces personnes-là qui ne savaient pas que... Bon, j'ose croire qu'elles ne savaient pas que ce qu'elles faisaient avait un impact. Parce que même si elles savaient, la maladie, ce n'est pas forcément les enfants. Ces personnes qui sont autour du marché également. Tout le monde est concerné. Voilà, tout le monde est concerné. Mais le changement de mentalité doit forcément partir quelque part. C'est vrai qu'il revenons sur la stratégie utilisée pour convaincre les populations, le message qu'il y a derrière. Parce que ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, c'est de l'engagement. On a fait des pancartes, on a fait de la documentation, on a pris des haut-parleurs avec les bénévoles. On dit, on est vos enfants. On leur a montré l'enjeu, les maladies qui peuvent en découler et surtout le fait de perdre 300 enfants, parce qu'il faut dire que l'école devait abriter 300 enfants. Donc le fait de perdre 300 enfants, les mettre à la rue, sans éducation, on a montré vraiment le danger que ça faisait d'avoir cette école. Social pour vous aussi, voilà, et ils ont compris et beaucoup ont dit vraiment on n'avait pas, comme le coordonnateur le disait tout à l'heure, ils ne comprenaient pas en réalité tous ces enjeux-là et finalement ils se sont engagés avec la mairie, avec tous les parties prenantes pour vraiment la réouverture. Et aujourd'hui, je vous parle, l'école est rénovée, l'école est même clôturée et les 3 enfants vont à l'école. Et ça, pour nous, ça s'appelle l'impact, qui est parti d'une vision, qui est parti d'une action.
On ne pouvait pas aller juste sensibiliser. Il fallait leur dire qu'on ne fait pas, mais il fallait aussi quand même nettoyer. Donc nous sommes allés jusqu'à nettoyer, à rendre l'école propre, à commencer même les travaux. Et voilà, on a été pris en coup par la direction qu'on félicite, qu'on salue, à qui on dit merci. Et voilà, cette idée-là nous a donné aujourd'hui d'ouvrir l'école que vous voyez sur l'écran, qui est l'école de Batra, parce qu'on s'est dit que toutes les écoles doivent être fonctionnelles. Tous les enfants doivent travailler dans un meilleur cadre d'éducation. Et ça, aujourd'hui, on passe le message, que ce soit aux mairies, aux préfectures et aux directeurs d'école. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un enjeu pour nous. Et voilà, aujourd'hui, on a des bénévoles qui mettent la main à la pâte, qui cotisent pour la rénovation d'écoles. Donc, il ne faut pas juste voir l'éducation, mais il faut voir des jeunes qu'on a pu transformer par le changement de mentalité, qui sentent l'intérêt de contribuer par le peu qu'ils ont pour ouvrir aujourd'hui l'école à des enfants. Donc, l'impact qui du jeune à l'enfant. Donc on prépare les enfants qui viennent. Et pour rester sur ce même exemple du centre social, si ces 300 pensionnaires du centre social demain sont instruits, ils sont pris en charge, on dira que c'est aussi un impact. Au-delà du fait qu'on a permis à l'école ou à l'institut de pouvoir vivre, mais grâce à l'action posée, il y a des enfants qui vont être éduqués, qui vont être suivis. Tout à l'heure, il parlait de 2 ou 3 projets de ce genre. Au-delà du centre social, quelles sont les autres initiatives que vous avez prises ici en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, au-delà des réhabilitations, on a certains projets qui vont plus dans l'aspect social. C'est marqué souvent par les grandes dates, les grands événements. Bon, quand je parle de grandes dates, c'est la fête de Noël et pratiquement vers la fin d'année où on part pour les grandes vacances, les enfants qui ont vu la réhabilitation de certains établissements où ils sont présents, on essaie de voir les meilleurs pour plus les maintenir à promouvoir l'excellence. Et quand ces meilleurs-là, on leur donne des présents dans les conditions dans lesquelles ils ont travaillé, ils ont pu sortir la tête du lot, on les encourage. C'est d'autres messages également qu'on véhicule pour les autres qui peut-être n'ont pas pris le train en marche, mais pour les motiver plus à se donner. Parce que derrière ces réhabilitations-là, on veut vraiment l'excellence. D'accord, très bien. Tout à l'heure, on reviendra sur la réhabilitation de cette école primaire, mais toujours quand vous posez ce genre d'action à Adzopé, au centre social, quel est le regard des autorités administratives, politiques, coutumières sur une telle initiative? Parce qu'on n'avait pas attendu l'État. Non, on n'attend pas l'État. Nous, on pense que l'État, c'est nous. Et on pense que l'État ne peut pas tout faire. Donc, on fait notre part, comme le colibri. Faut dire qu'on les consulte. On fait en sorte que... Parce que vous savez, vous pouvez avoir un impact sur une population, mais quand vous donnez d'eau, qui vous laissez, c'est toujours ces gouvernants-là, ces chefs traditionnels. Donc c'est des parties prenantes pour la réalisation du projet. On leur donne la valeur qu'il faut, on leur explique l'enjeu, on leur explique le fait qu'on leur confie un établissement qui doit vraiment garder sur le long terme. On leur explique aussi que ce sont des jeunes, des enfants qui cotisent pour que ça soit fait, pour qu'ils comprennent qu'eux-mêmes aussi peuvent mettre la main à la pâte et aider. Je pense que là-bas, la bonne pratique qu'on a fait, c'est qu'on les a formés sur le fait de pouvoir s'organiser eux-mêmes pour prendre soin de l'éducation dans leur localité. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aller nous rénover, mais il faut leur montrer la bonne pratique, de leur dire, les jeunes ont cotisé 1000 francs, 2000, 3000, voilà le résultat que ça a donné. Vous pouvez faire pareil. Donc à vous de vous organiser avec des comités pour maintenir l'école et réhabiliter quand il y a des problèmes. Je pense que c'est ce qu'on laisse. Et derrière, on a leur prière, on a leur accompagnement, parce qu'à la base, c'est des parents, c'est des personnes très âgées. Que vous puissiez faire encore plus. Voilà. Et beaucoup de préfets nous recommandent à d'autres préfets dans d'autres localités. Donc il y a un réseau concret autour. Je pense qu'il y a des préfets même aujourd'hui qui ont souhaité faire partie de l'organisation. Et ça, pour nous, c'est louable. Derrière, on a aussi des bénédictions, parce que moi-même, à l'école qu'on vient de décorer, on m'a même nommé là-bas comme l'un des garants du village, avec le nom du premier fonctionnaire du village qui a créé même l'école. Pour nous, c'est poignant, c'est quelque chose de vraiment important. C'est un symbole pour moi aujourd'hui, avec toute l'équipe, pour tout le travail qu'on fait. Et pour nous, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, c'est les enfants qui en bénéficient, et c'est des jeunes qui grandissent en leadership, en vision. Et ils voient qu'avec 2000, ils ont de l'impact. Donc du coup, ils savent qu'en travaillant, ils peuvent encore apporter beaucoup plus d'impact. Très bien. Parlons de cette école rénovée il y a quelques semaines. Alors,
Comment est-ce que vous trouvez cette école, le critère de choix, et après on parlait des caractéristiques même de cette école pour arriver à sa rénovation et puis à son impact. Comment est-ce que vous trouvez cette école? Bon, d'accord. Pour trouver cette école, je peux dire que bon, on a été guidé par Dieu. Qui vous en parle? Vous écoutez on a été guidé par Dieu. Je préfère dire qu'on a été guidé par Dieu parce que quand on va pour les prospections, pour les projets, dans la tête, notre objectif c'est de trouver un endroit où vraiment on sent que il y a un besoin. Il y a un besoin et un matin on se lève, Stéphane Koulibaly, au passage qui est le représentant pays, nous sommes partis à Beauville et bon, dans notre tête c'était Rubinou. Mais Rubinou, on s'est dit, bon d'accord, c'est encore une localité où il y a un sous-préfet, où c'est encore modèle. Donc on va vers Grand Maurier. On va vers Grand Maurier, on arrive à Grand Maurier, on voit certains établissements également. Ça ne nous plaît pas. Qu'est-ce que vous avez vu qui ne reflète pas un cadre studieux, un cadre déjà, c'est ce qu'on voit. L'existant, déjà, quand tu regardes l'existant où tu sens que la peinture est encore propre, la toiture n'est pas dégradée, déjà tu te dis que l'intérieur, sans y rentrer, l'intérieur quand même est conservé. Conservé. Et on va, notre ami avec lequel nous étions, c'était un parent d'élève, on s'est promené dans Beauville jusqu'à, bon, il dit, bon d'accord, allons dans un dernier village, c'est Mbatra, c'est une piste, essayons. On arrive, la première école que nous croisons à Mbatra, il y a toujours la peinture, c'est vrai qu'on devrait juste nettoyer. On s'est dit, bon d'accord, l'objectif c'était un don de kit scolaire. C'était un don de kit scolaire. Voilà. Donc on dit, bon d'accord, si on prend cet établissement-là, on va juste nettoyer puis on va faire l'activité. Et on s'est dit, bon d'accord, promenons-nous dans le village et quand on arrive, on tombe sur l'établissement. Lui et moi, on a crié, waouh, c'est ici qu'on va faire l'activité. C'est ici qu'on va faire l'activité. Donc on a demandé à croiser le directeur. Et le directeur qui dormait, ses enfants l'ont réveillé. Quand il vient, il voit des personnes, il a dit, ah, c'est plusieurs années, il voit l'inspection, il voit telle personne, mais personne ne vient. Et nous, on vient en tant que ONG, qu'est-ce qui garantit que nous allons revenir? Et nous avons souri, on lui a dit, bon d'accord, l'objectif, on venait pour vous donner des fournitures scolaires, comment ça se passe, vous avez combien d'élèves au total, on fait ces trucs-là. Et en retournant, le représentant pays, moi, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire de ça un projet, peut-être à long terme, parce que venir donner des kits scolaires dans ces conditions-là, non, c'est dégradant. Déjà même pour les autorités même de la ville, tout va venir faire des gestes et puis on voit l'école. Sincèrement, moi je préfère qu'on laisse tomber. Donc on va soumettre à tout youth et voir les différentes décisions, puis bon, pour voir comment réhabiliter. C'est de là qu'est partie l'idée. Et quand nous sommes arrivés, on a soumis, on a pris les photos, quand on a montré, on dit bon d'accord, il ne sert à rien de venir donner des kits dans ces conditions-là. Et c'est comme ça, on a lancé l'appel et puis... Ok, très bien. Avec ce que vous avez observé, avec ce que vous avez vu, quelles sont les informations qui vous sont parvenues par la suite par rapport à l'impact de l'état de dégradement avancé de cet établissement sur les enfants, sur l'enseignement? C'est ça. Il faut dire déjà que les enfants n'avaient pas de cantine, donc ils s'asseyaient à même le sol pour manger. Et après l'étude, on nous a fait savoir que la cantine est une chose qui garde les enfants à l'école. Voilà. Et voilà, nous avons fait une nouvelle cantine scolaire avec tout ce qu'il faut. Derrière, les enfants sont contents d'avoir un beau cadre de travail. Voilà, la toiture qui était dégradée avec l'eau qui rentrait dans les salles. Aujourd'hui, tout est fait. Donc ceux qui avaient décroché, qui ne voulaient plus venir à l'école, il y a un engouement aujourd'hui. Ils ont l'information. Il y a un engouement. Imaginez qu'à l'inauguration, il y avait tant d'enfants et même des gens qui ne venaient plus, qui étaient là parce que c'était nouveau, c'était beau. C'est souffle nouveau. Voilà. À l'enfant. Et ce que je souhaite souligner, c'est que c'est vrai, c'est les écoles, mais aussi les hôpitaux qu'on a. Je me rappelle qu'on a refait aussi un hôpital où on a mis l'électricité, on a refait les bâtiments et tout ça. Donc du coup, en gros, c'est vraiment de rénover les priorités, que ce soit l'éducation, la santé. Voilà. Mais pour rester dans le contexte qui est l'école de Batra, qui est l'éducation aujourd'hui, c'est que derrière on a un très bon retour avec le préfet qu'on doit revoir parce qu'il faut leur donner des fiches de suivi évaluation, il faut leur donner des documents pour faire ressortir l'impact parce que nous on ne fait pas que rénover, on veut un suivi. On veut évaluer notre impact sur le long terme. Donc, normalement, on est censé mettre un membre de l'équipe qui a l'œil sur l'école pour voir au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe, comment ça évolue, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, de sorte qu'on ne copie pas ce que l'État a fait, c'est-à-dire de faire, et puis voilà, de ne pas réellement suivre.
Donc nous engageons vraiment à appuyer l'État. Nous sommes partenaires avec l'État, on est l'État nous-mêmes. C'est pas un adversaire, c'est notre apport, c'est notre apport pour soutenir ce gros travail qui est fait. Parce que voilà, comme je dis, l'État fait ce qu'il peut, mais l'État ne peut pas tout faire. Donc Youth Éducation s'est donné pour mission d'accompagner l'État dans la rénovation des écoles, des hôpitaux aussi, et la prise en charge des jeunes. Avec l'emploi, avec l'empowerment, avec les formations et tout ça. Voilà. Avec tout ce que vous êtes en train de faire, si vous avez des coups de fil des établissements, quelque part, la demande ou les besoins commencent à s'exprimer, comment est-ce que vous réagissez? Si à l'intérieur du pays, on dit écoutez, on a vu ce que vous avez fait, vraiment nous sommes en souffrance, on avait depuis très longtemps attendu de l'aide de la sous-préfecture, de l'État, mais c'est un peu difficile. Venez nous aider, comment vous faites? Bon, à cette question-là, je pense que comme le fondateur et là, je souhaiterais qu'il réponde. Voilà, qu'il réponde à cette question-là. Il ne va pas prendre d'engagement. Oui. Non, mais à cette question, faut dire qu'on reçoit déjà beaucoup de demandes comme vous avez. C'est sûr, parce que quand on publie les photos d'une école rénovée, tout le monde se veut dans ce beau cadre-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on liste tous les besoins. On fait un programme. Parce qu'il faut être quand même conséquent. Il ne faut pas juste faire des promesses. On définit les priorités. On envoie une équipe sur le terrain pour voir les plus dégradés, comme il a expliqué tout à l'heure avec le processus. Et là, on prend l'engagement de rénover. Vous savez, la force qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un groupe de bénévoles assez conséquent. Donc, imaginez qu'on... Oui, très engagé. Voilà, très engagé. On a un millier de bénévoles. Donc, du coup, imaginez qu'on dit, par exemple, à ce millier de bénévoles-là, qu'il faut mettre, par exemple, 2000 pour une école. Vous imaginez que quand tout le monde met 2000, ça fait 2 millions. 2000 francs, vous le dites? Oui, 2000 francs CFA. Okay. Vous voyez que 1000 bénévoles même qui payent 2000 francs CFA, on est déjà à 2 millions. À 2 millions, on peut commencer une rénovation. Donc, imaginez qu'on a 2500, Donc, pour nous, c'est très facile aujourd'hui de faire ce travail-là. Mais pourquoi? Parce qu'on a appris aux bénévoles l'engagement citoyen, la citoyenneté, vous voyez, le don de soi, la participation active, la participation citoyenne, pour nous, c'est primordial. Et ces jeunes-là aujourd'hui qui ont grandi, parce que Gérard Kwame aujourd'hui est dans l'organisation depuis 7 ans environ, qui a cadre. Oui, aujourd'hui qui est cadre, mais qui a pris le temps d'être jeune et qui a grandi dans l'organisation, donc il sent l'enjeu aujourd'hui. Et donc, qui accompagne naturellement. Donc quelqu'un qui est cadre aujourd'hui ne participe pas forcément à 2000 francs, il peut participer à 20 000, 25 000. Donc il comprend l'enjeu. Voilà, on arrive à mobiliser des fonds assez facilement en un temps record pour le faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un calendrier où on va mettre vraiment les écoles en rénovation et on va suivre le calendrier au fur et à mesure. Et je pense que l'objectif maintenant dans les années qui arrivent, c'est de rénover au moins 5 écoles par année pour rester juste. 5 écoles par année ou 3 écoles, 2 hôpitaux, ça dépendra. Très bien. C'est devenu un bon cahier de charge. Un plan d'action stratégique. Vraiment tenable. Okay. Voilà, pour ne pas voir trop grand, pour ne pas faire trop grand. Et voilà, suivre ça sur le long terme. Et faire en sorte que le centre d'incubation d'insertion, lui, continue de former, d'insérer et de permettre à ce que les jeunes soient établis. Et nous serons là certainement à d'autres occasions pour en discuter, pour voir le travail, l'impact que vous avez sur l'éducation en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Franck Gauzé, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes fondateur de Youth Education et Gérard Kwame qui est le coordinateur projet de cette organisation. Merci également pour votre contribution et le travail que vous avez fait. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique.